Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Les Ethers consolident et les cryptos en général. Pour l'instant, rien de nouveau. Moi, je pense qu'il faut attendre un petit peu quand même que, effectivement, les momentum reviennent sur les supports précédents. Voilà, on y arrive bientôt. Attendre qu'on retrouve au moins la médiane du canal de tendance pour voir si on garde un sentiment positif ou si on neutralise un petit peu. De toute façon, dans un range, on peut neutraliser, hein, passer sous les 50%, c'est tout à fait possible. C'est juste que là, c'est inachetable sur ces UT tant qu'on n'est pas au moins repassé sous le canal. Et ce sera encore très agressif. Bref, donc moi je laisse faire, il n'y a rien à faire. Hein. C'est pas parce que ça baisse un peu vite qu'il faut s'inquiéter. Loin de là pour ma part. En daily, pour moi, c'est clair, hein, les structures sont toujours haussières. À chaque fois qu'on est sorti du volume, c'est toujours à la hausse. Donc là, regardez les moyennes 20 jours, bam, bim, on en sort avec une grosse bougie haussière, bam, deux bougies haussières, gros volume, typique d'un marché acheteur. Hein, donc là, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Autrement dit, c'est la deuxième salve de volume, pour ma part, celle qui prépare l'arrivée des tendances. Plus forte, hein, et donc des fameux FOMO, donc je reste toujours dans le biais positif que vous connaissez. Donc on est patient, on attend que cette zone-là, avec les stops, réagisse, et ensuite on attend le débordement. Moi j'aimerais bien qu'on reste quand même dans la zone, hein, c'est-à-dire j'aimerais pas que ça retombe, je dis si ça retombe fort, ça me plairait pas trop, ça voudrait dire qu'on rejette une nouvelle fois les canaux de tendance. Bon, après, là, on a quand même réussi à installer déjà plusieurs clôtures. Regardez, ça n'est jamais arrivé depuis que ça craque. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est revenu, ne serait-ce que tester, alors ça, en plus, c'était une mèche particulière, à chaque fois qu'on est revenu tester, ça passe pas. Hein, voilà. Donc là, c'est la première fois qu'on installe des clôtures. Wouh! C'est déjà énorme. Donc, ce serait bien qu'on tienne un peu plus longtemps. Hein, voilà, ce serait bien qu'on lâche pas l'affaire. Maintenant, bon, attention, il ne faut pas non plus vous mettre à flipper. Si on repart vers les supports. Là, par contre, la chose qu'il ne faut pas céder, d'accord, c'est le précédent support. Là, on n'est pas supposé revenir ici, on a accumulé, hein, stop, stop, donc on a constitué un range et on en est sorti par le haut. Il est hors de question de revenir casser ça. C'est-à-dire que si on revient chercher cette boîte et qu'on la casse, là, il y a un problème. C'est-à-dire que là, les prix peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas revenir casser 121. Là, normalement, il n'y a pas de... c'est pas possible. Voilà. Ne pas mettre ses ordres dans le marché, dans l'order book, pour la raison évidente que si jamais vous vous réveillez un matin avec le market maker sur lequel vous êtes en train de trader en euros ou Dieu sait quoi, il a décidé qu'il allait faire une petite mèche. S'il fait la mèche et que vous êtes fait péter en bas, il ne faudra pas pleurer. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. C'est juste pour des raisons de market making un peu sale que je préfère éviter ce genre de truc. Bref, on passe à autre chose. Alors, GBP, Eurodoll, ça se passe pas trop mal, on va voir. Hein, c'est toujours donc notre pote le DXY qui se dégrade, mais comme d'hab, il y a toujours les mêmes gugus qui pensent qu'on va racheter. Donc on va voir, hein, c'est pas impossible que ça rachète non plus, mais bon, moi j'aimerais bien voir ici qu'au contraire, au lieu de, voilà, on latéralise et bam, on leur en remet une bonne grosse cartouche et le dollar se pète la tronche. Pour l'instant, tous les signaux sont au vert. Moi, donc je me pose pas la question de savoir ce que je vais faire du dollar. Je reste vendeur et j'attends gentiment que ici on latéralise, hein, c'est-à-dire là, voilà, et qu'ensuite on se rende compte qu'il n'y a pas de tendance haussière. Bon, vous voyez, c'est comme à l'époque. Hein. Par contre, à l'époque, je m'étais fait rincer plein de fois aussi, où à chaque fois, on venait chercher les canaux de tendance, et puis, comme par magie, on retrouvait un peu un flux. Bon, là, la différence, c'est qu'on a déjà bien cassé des supports et qu'on a des sommets descendants, ce qui m'invite à penser que là, il y a vachement moins d'appétit acheteur, mais il va falloir que je le voie sur les prix, puisque pour l'instant, on est survendu sur un canal de tendance. Donc, attention non plus à ne pas vous faire racheter et à ne pas se faire arracher une nouvelle fois par ces putains d'acheteurs. Hein. Ils sont tout à fait capables d'eux. Il faut autoriser que les prix remontent jusque-là. C'est juste là, normalement, on ne doit plus revenir casser la résistance ici. Voilà. Donc pour moi, il y a un stop loss à abaisser bientôt ici. Pour l'instant, ça me paraît un peu précoce, mais théoriquement, pour les agressifs, ça peut se faire par là, oui. Voilà. De dire, normalement, ici, pour moi, il y a au moins une alerte invalidation si on repasse par là. Voilà. Je dirais, pour moi, le stop loss reste là. Je n'ai pas encore décidé d'abaisser mon stop. Pour des raisons évidentes, mais je pense qu'ici, il faut quand même commencer sérieusement à se poser la question des invalidations sur ce marché. Voilà. Moi, je dirais là, si on revient chercher les plus hautes clôtures H4, ça me semble un peu moins bon pour le dollar. Voilà, donc attendre, mais ça autorise sans problème de nous faire une nouvelle pichenette pour laisser un peu d'espoir acheteur. Voilà, hein. Il faut dégrader le sentiment. Je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je vous rappelle que sur ce truc-là, sur le dollar, on est bien dans des schémas pour moi qui ne sont pas du tout en 4 heures. Hein. Je trade ce marché en hebdomadaire, enfin en daily voire hebdo.
Et il faut être conscient donc de ce qui nous attend derrière. C'est-à-dire que ce truc-là, si ça déclenche, d'accord, c'est un carnage derrière. C'est une baisse de 10% et quelques sur le dollar éventuellement à venir, et plus si affinité. Donc il faut bien être conscient qu'il y ait des pullbacks avant pour bien détrôner complètement le sentiment acheteur. C'est possible. Vous avez bien compris que le marché en ce moment, il est dans une lutte perpétuelle contre ce qui est pourtant, à mon avis, inévitable, ou difficilement évitable. Mais il y a ce sentiment de lutte qui veut dire non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Donc en fait, tout ce qui paraît naturel et spéculatif, pour l'instant, le marché met 3 plombes à le faire. Et effectivement, c'est beaucoup plus sain d'être dans le sentiment global. C'est ça qu'il faut que vous ressentiez pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous suivez la bêtise, c'est plus simple. Oh, que c'est simple, parce qu'on va vous proposer 15 fois la sortie. Mais si vous avez un biais acheteur, vous n'allez jamais la prendre, la sortie. Par contre, vous allez vous péter le stop le jour où la tendance sort. Donc en fait, faites attention à ce biais psychologique de confort. Voilà. Le confort psychologique en trading, on s'en bat les couilles. Normalement, ça ne doit pas impacter, la psychologie ne doit pas impacter vos prises de décision. C'est-à-dire que votre propre confort psychologique ne doit pas être à l'origine de votre biais de trading. Vous ne devez pas être en train de vous dire « c'est tellement usant d'être vendeur que je préférerais être acheteur ». Ben non, on s'en fout. Ici, c'est que des zones pour les vendeurs. Si vous êtes en train d'acheter, c'est que vous prenez une décision à la con. C'est peut-être plus de confort psychologique, de se sentir dans le sens du mouvement et patati et patata. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de chances qu'on parte dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui compte? De récupérer le gain du marché quand il ira dans votre sens. Et s'il doit tromper tous les autres traders, est-ce que vous préférez être parmi les traders qui se sont plantés, ou est-ce que vous préférez être parmi les traders qui ont peut-être souffert un peu psychologiquement, mais qui vont récupérer un gain? Moi, la souffrance psychologique, je m'en bats les couilles. J'ai parfois même envie de dire, dans ces scénarios de souffrance, de pattern psychologique, en général, je sais que c'est un gros gain qui arrive derrière. Et évidemment, quand j'ai ça, oui, la souffrance psychologique, elle est là. Moi aussi, je veux dire, ça me fait chier que le S&P il grind tous les jours un peu plus, comme à l'époque l'euro-yen me cassait les couilles et que la UDNZD me casse les burnes en ce moment. Mais est-ce que nécessairement ça me force à prendre des décisions de trading? Non, et c'est là toute la différence. Il faut que vous appreniez à faire ça. Allez, bref, on ne va pas repasser 107 ans, vous connaissez vraiment tout ça. Donc, on ne va pas reparler du S&P 500 et tout le merdier. Voilà, je vous ai donné 2 scénarios hier. Je vous ai dit soit le S&P continue ses conneries tant qu'il continue à grinder toujours plus haut. Voilà, donc là, vous avez compris, hier, c'était la Fed. Une clôture plutôt positive. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Bim, comme par hasard, on a tout explosé. Mais là, on est venu chercher 76,4 de Fibo sous les 2008. Et pour l'instant, ça passe pas. Là, ça bloque. Et alors, ça bloque pas. Ça bloque... fair play, c'est là, on vient là, boum, c'est terminé. Donc pour l'instant, on va voir la clôture aujourd'hui, mais pour l'instant, on est toujours dans un schéma où ça casse les plus hauts. On n'arrive pas à reclôturer au-dessus des plus hauts, comme là, c'est-à-dire que la dernière impulsion haussière, elle est là. Après, on grind, c'est-à-dire là, on chasse les stops. C'est du range orienté à la hausse, parce qu'il y a toujours tout un paquet de stops de gens trop imbéciles pour les placer suffisamment loin. Donc, en gros, je résume le S&P 500. Si vos stops ne sont pas au-dessus de 2860, c'est tout simplement que vous risquez de vous les faire prendre. Et en attendant, on attend. Donc patience et détermination. J'ai toujours la moitié de ma position disponible en cash pour renforcer à tout moment, dès que je vois le marché trouver sa résistance. Pour l'instant, je le vois juste continuer à chasser les stops et je vois toujours les mêmes gugus revenir tous les jours, essayer de commenter ce truc-là. Donc voilà, moi j'attends. Peut-être que ce sera aujourd'hui. Si aujourd'hui, boum, on va casser le plus bas de la journée d'hier et qu'on clôture dessous, parfait, ok, on aura au moins un sentiment vendeur. Moi pour l'instant, je vois juste une chose. Aucun vendeur. Je vois aucun sentiment vendeur. Je vois des vendeurs qui ont complètement disparu. Et en fait, les seuls vendeurs qui restent dans ce marché aujourd'hui et qui continuent de vendre, d'accord, sont des vendeurs agressifs qui ne servent qu'à une chose, alimenter la poursuite de ce mouvement acheteur. Tout simplement parce que, comme les mecs vendent agressivement avec une gestion du risque complètement pourrie et des stops tout proches, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils vendent là, ils mettent un TP là et ils mettent un stop là. Que fait le market maker? Il va chasser le stop, c'est ce qui est plus près. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc personne ne vend, si ce n'est des vendeurs agressifs, trop agressifs, qui font ça n'importe comment, et qui sont en train de vendre un marché market maker. Et en face de ça, donc je vous dis, des gens qui ont tellement vendu que maintenant ils en sont venus à se dire wow, allez, j'en ai marre, c'est trop dur. La pression psychologique est trop forte, je vais suivre la tendance. Oh mon Dieu, le carnage total. Le mec qui s'est fait rincer à la vente pendant toute la phase de hausse, qui est maintenant en train d'acheter et qui va se faire rincer dans l'autre sens après. Bon, c'est parfait, quoi. Donc attention, voilà, les investisseurs, enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça des investisseurs, les spéculateurs, on va dire.
à ce moment-là, sont plutôt en train, donc, soit de prendre de mauvaises décisions en retournant leur stratégie, c'est-à-dire ils voulaient vendre, maintenant ils sont en train de se dire, bon, j'ai tellement vendu, ça marche pas, je vais peut-être acheter, c'est le truc à pas faire. Et vous avez les autres qui restent là à dire j'ai raison, je vends, je vends, j'ai pris 15 pertes, mais je continue de vendre. Et pire, comme le marché m'énerve de plus en plus, je suis de plus en plus agressif. Bon, ça c'était voilà, typiquement les scénarios à la con, des gens qui vont perdre de l'argent pour l'instant. Et à côté de ça, donc je vous dis toujours, les professionnels, patients, on gère notre risque comme il faut, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se surexpose pas. Qui va gagner à la fin? Toujours les mêmes. Ceux qui ont fait n'importe quoi vont donner leur argent à ceux qui ne l'ont pas fait. Dans la phase de hausse, qu'on soit bien d'accord, les spéculateurs n'ont rien pris pour la plupart. Je pense que dans la phase de hausse, ici, c'est les market makers qui prennent de l'argent. Et évidemment sur les décisions stupides de leurs clients trop agressifs. Voilà. Les Bunds, allez, on va en parler un peu quand même parce que ça y est, quelque chose se passe enfin sur les Bunds. Allez, on a cassé le plus bas du jour précédent. Est-ce qu'on va réussir à tenir une clôture? Oh mon Dieu, ce serait quand même génial. Alors, je vous zoome un peu le truc parce qu'à court terme, je surveillais clairement ça. Donc on voit la structure d'épuisement triple top ici, donc ça prend la forme de ce qu'on appelle un triangle rectangle. Ce qui me plaît, c'est que voilà, cassé avec une clôture horaire, donc on est venu clôturer sous ce support, ça c'est plutôt bon signe. Donc je veux voir maintenant les boules dérailler, c'est-à-dire que ça, typiquement, c'est une structure, tous les boules se disent génial, on accumule les bears et puis forcément on va pouvoir franchir la résistance tranquille avec leur stop. Eh ben pour l'instant, ça ne se passe pas comme prévu. Donc on va voir si ça c'est juste un trap, d'accord, ou si ça c'est malheureusement, je vous ai dit, moi ce qui me gêne dans la structure de ce marché, c'est que il y a des gros, Goldman et compagnie, Commerzbank, qui ont publiquement, de toute façon ils ne peuvent pas le cacher, ils sont à la vente des Bunds. Donc moi quand je vois des gros qui sont à la vente, je me dis, oh putain, un jour ça va vriller. Bon, je me dis, si là ils nous ont foutu un sell wall, c'est-à-dire ils ont dit, ok, c'est bon les Bunds, on arrête les conneries les gars. S'ils ont dit ici, on passe pas, voilà, ça passe pas, c'est terminé, nous on vendra tout ce qui arrive. S'ils ont décidé ça, on le saura que le mois prochain, c'est comme ça, on le saura pas pour l'instant. Et si c'est ça, et que ici on commence à dérouiller sur les Bunds, moi je pourrais vous dire, ok c'est bon, là les grosses banques sont positionnées, maintenant elles bougent plus et elles ont dit fuck off, ça montera plus. C'est possible, je vous rappelle que les Bunds sont un marché extrêmement illiquide, c'est-à-dire qu'ici il faut quelques millions et vous faites le marché, c'est aussi simple que ça. Quelques centaines de millions ici, vous faites le marché, c'est clair. C'est-à-dire que dalle pour la Commerzbank, encore moins pour Goldman. Donc s'ils ont détecté une prise de risque un petit peu trop agressive de certains spéculateurs et qu'évidemment, vous avez compris, ils veulent prendre une bonne décision de trading, c'est soit une décision avec un faible risque, soit aller piquer l'argent de quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. Voilà. Moi, je vous dis, si Goldman a décidé que les mecs prenaient un peu trop de risques en vendant les Bunds sur leur stratégie de spread betting ou Dieu sait quoi qui peut justifier qu'ils sont en train d'acheter les Bunds, s'ils ont décidé de piquer le pognon de ces gens-là, je peux vous garantir que Goldman va prendre le pognon. Tout comme ils ont pris le pognon des mecs sur le VIX il y a plusieurs trimestres, il y a plusieurs mois. Voilà. Moi, je vous dis, Goldman, ils voient des opportunités. Au bout d'un moment, ils ont des algos qui calculent le risque. Si l'algo dit pouf, allez, feu vert, c'est parti, l'algo il lance et l'algo va vendre tous les Bunds qui y sont à disponibilité jusqu'à ce que naturellement la tendance de marché émerge. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que travaillent ces trucs-là. Ils gèrent leurs risques, évidemment, mais ils ont des capitalisations tellement énormes qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent créer des tendances. Voilà. Donc à voir, mais pour l'instant, ça me plaît, c'est ce que je voulais voir ce matin, donc je suis agréablement surpris. À voir si ça tiendra les clôtures daily, ça ce serait bien, c'est-à-dire que si aujourd'hui on pouvait faire une clôture daily ici, et enfin se mettre à enfler, c'est-à-dire qu'il y avait celle-là, moi, qui me plaisait bien de clôture daily, mais vous avez vu, derrière, voilà, il faut faire les cons encore pendant 8 jours. Si celle-là, on en met une deuxième bien franche, et qu'on pouvait enfiler par une deuxième bien grosse derrière, là, ça laisserait flipper les gens. Je vous rappelle que l'expiration se trouve ici, au 5 mars, c'est-à-dire que les contrats futurs se terminent là. Il y a deux options, soit on survit jusque-là, tout va bien. Par contre, si Goldman s'est positionné, ils sont liés aux mêmes échéances que moi. Donc, s'ils se positionnent sur les contrats, sur les futurs du Bund, le problème, c'est que là, eux, il va falloir qu'ils récupèrent un gain. Donc, s'ils vendent, ils vont tout faire pour mettre la pression sur les spéculateurs. Donc, il y a ce schéma-là qui fait que, bon, si Goldman ne se positionne pas, ils vont se positionner sur la prochaine échéance. Bon, c'est possible. Par contre, s'ils se sont positionnés là pour piquer le pognon des mecs qui ont acheté agressivement des Bunds, ils vont probablement vouloir les piéger. Et dans ce cas-là, ça risque d'être un peu plus sanglant et on risque au contraire, donc, plus on se rapproche de l'échéance, de les chasser.
d'accord, de les foutre dehors et de les mettre sous pression et de les forcer à revendre leur position. Hein, parce que c'est l'objectif, c'est de dire, le mec qui a acheté des boons là, au courant de ce trimestre, pour son fameux spread betting et tout ça, ou Dieu sait quoi, si on commence à lui foutre la pression et à voir des grosses bougies qui baissent, et plus on se rapproche de l'échéance, le mec est soumis à la même échéance que moi. C'est-à-dire que lui, à la fin de l'échéance, il est obligé de clôturer son contrat et il est redevable du prix qui a été du prix de fixing. Donc s'il a acheté à ce prix-là et qu'il est redevable du boon à 161, bah, s'il a mis des leviers, bon, ben voilà, il va se prendre un gros carton. Et évidemment, plus ça va baisser, plus la pression sur son compte va être énorme, puisqu'il aura une pression à la fois temporelle et une pression de prix. Et là, malheureusement, en général, c'est ce qui pose les gens à prendre les décisions les plus stupides. Donc si Goldman a décidé que c'était rentable de les foutre dehors, ces mecs-là, c'est une solution qui pourrait me plaire. Maintenant, je suis quand même toujours ouvert à la forte probabilité de me faire péter moi-même sur l'échéance, c'est-à-dire de dire, eh ben, ils vont tout faire pour maintenir les prix là-haut, l'échéance se fait au maxi, et on rouvre le prochain contrat en gap baissier, et je me fais péter mon gain sur le rollover, ce qui est tout à fait possible. On verra bien, je ne sais pas ce qu'il en est. Le dollar, on en a parlé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est à peu près tout, franchement. Les marchés sont irrationnels, hein, donc on attend toujours pareil que ces distorsions soient terminées. Moi, je ne peux pas faire de l'intraday dans ce marché-là, pour une raison pure et simple. Hein, voilà, ma stratégie m'interdit de le faire. Alors, vous le faites vous si vous voulez, d'accord, mais moi, pour moi, quand j'ai des trucs comme ça, c'est ce que j'appelle une tendance mature. Et dans une tendance mature, je ne prends pas de trade dans le sens de la tendance. Et là, malheureusement, les trades contre tendance ne passent quasiment jamais. Alors il y a celui-là qui était à prendre éventuellement, mais TP, hein, c'est-à-dire il faut quand même être bien accroché. Là, il n'y a rien du tout à vendre en 15 minutes, cette nuit. Pas de signal. Bon, signal de prix, simplement. Donc on va voir, est-ce que ça veut dire que Wall Street va aller chasser un peu plus haut aujourd'hui, se faire les 2800 pour aller imprimer un peu de papier, ou est-ce que tout simplement, bah, ça y est, maintenant il y a suffisamment de gens qui achètent le marché pour qu'on puisse le vendre. C'est aussi tout à fait possible. Donc voilà, moi j'attends le moment où on va enfin matérialiser un sommet, c'est-à-dire je veux un avalement baissier propre, net, sans bavure, sans mèche basse, hein, c'est-à-dire pas un truc comme ça. Là c'était un avalement baissier en fait, hein, mais avec une mèche basse. Donc il y avait encore le doute possible, même chose, avalement baissier mais avec une mèche basse. Moi là je veux le jour de capitulation, soit aujourd'hui un petit doji ou peu importe, et bim, je veux un gros avalement baissier, clôturé en bas, et je veux surtout sur le cash, c'est-à-dire que je veux que le marché, au bout d'un moment, à 22 heures pile poil, terminé, on arrête la musique, il n'y a plus personne qui achète, et là, boum, au moins je serai sûr que le market maker arrête d'acheter. Voilà. Et là, je pourrais être un peu plus serein sur le fait qu'on aura matérialisé notre sommet. Donc attention, hein, ce n'est pas parce que les futurs sont allés chasser au-dessus des résistances que nécessairement Wall Street va être haussier cet après-midi. C'est même d'ailleurs généralement les cas les plus affreux pour Wall Street, quand justement ça va chasser sur la séance asiatique, d'accord, sur le Nikkei, et que vous vous retrouvez d'un coup avec le S&P 500 qui ne parvient pas à venir chercher la zone qui a été faite par les Asiatiques pendant la nuit. Donc regardez, voilà, là vous voyez bien, hop, ça chasse pendant la nuit, hein, donc là c'est bim bim, 3h45, ça monte, c'est super. Là on redigère tout, Wall Street va réouvrir sur les plus hauts d'hier, d'accord, donc pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, mais voilà, on va probablement réouvrir par là, dans la zone proche, et on va voir ce qu'il en est. En gros, soit Wall Street va décider d'aller visiter la zone qui a été visitée par les Chinois, en gros, ils ont ouvert la piste, forcément on va skier dessus, ou alors, ça passe pas, merde, il n'y a plus il y a plus de jus, ça n'achète plus, les stops ont été chassés sur les futurs, parce que la plupart des gens, je vous dis, sont positionnés sur les marchés à terme, donc là, il suffit que le futur monte et tous les gens qui spéculaient se sont fait dégager. Donc là, en fait, les Chinois ont nettoyé la zone, c'est ça qu'il faut vous dire, les Chinois ont nettoyé cette zone spéculative, il n'y a plus les achats, il n'y a plus les stops ici, donc là, si le marché aujourd'hui redécolle, c'est qu'il va falloir qu'il aille chasser au-dessus de ce qu'ont fait les Chinois. Mais ça coûte cher. Voilà, le truc, c'est que là, il faut arriver à nettoyer 0,5% d'indice et continuer un peu au-dessus pour le faire. Tout est possible, hein, il n'y a aucun problème, ça se fait sans souci. Est-ce que ça va se faire? Moi, je ne suis pas certain. Voilà. Si ça commence à baisser, par contre, et qu'on commence à péter les canaux de tendance en 15 minutes, alors bon, là, on est sur du S&P en cash, on ne va pas le faire, voilà. Mais si ici, admettons, on est en horaire et qu'on commence à revenir péter les canaux de tendance horaire, moi, ça commencera à me donner des choses plus intéressantes.
Voilà. C'est-à-dire que là, pour moi, l'horaire, on est complètement mature. Hein. C'est typiquement le truc, si vous achetez ça, c'est juste le carnage. Bref, voilà, enfin, c'est extrêmement mature. Les box sont disjointes. Voilà. Donc là, tendance mature en horaire. Et je vous rappelle que cette tendance, elle dure depuis le bottom. D'accord? C'est-à-dire que ça dure depuis ça. Là, quand même, il faut se poser la question, au bout d'un moment, de la rationalité du truc. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Enfin, ça, quand ça va être fini et qu'il faudra le retracer, si en plus de ça, on n'a pas réussi à casser le sommet de la tendance baissière précédente, ça veut dire cassure du plus bas. Hein. Donc, il ne faut pas s'arrêter là pour Wall Street. C'est clair et net. Il ne faut pas s'arrêter ici. Maintenant, bon, pour l'instant, c'est irrationnel. Ça continue à chaque fois de chasser un peu plus haut. Donc, on sait que le moment où ça, c'est fini, c'est la fête est finie et on va probablement rebaisser. Mais tant que la partie dure, les mecs continuent d'imaginer toujours des prix supérieurs. Et on chasse les stops et on chasse les stops. Donc, pour l'instant, attention, moi je suis incapable de lire ce marché. J'attends juste le jour où j'aurai le signal de prix qui me dira c'est bon, ils ont arrêté de travailler, on peut reprendre le boulot normal. On revient d'abord à la moyenne et puis après, on renfonce, je pense, gentiment mais sûrement, vers des prix plus bas. La UDNZD, toujours ces ping-pong habituels, un coup en haut, un coup en bas, je te prends tout le monde pour des cons et on continue la même musique. Hein, donc là, cassure du plus haut, cassure du plus bas daily, si vous arrivez à lire ça, eh bien pas moi. Donc on n'a pas affaire à des marchés ici, on a affaire à tout simplement un marché qui ne sait pas où il va. On va sur un squeeze. La dernière fois qu'on a essayé de squeezer le marché, ça c'est parti sur le sommet, enfin c'est parti par un mouvement acheteur. Là, si on le fait, bah, c'est évidemment, comme je vous dis, on maintient le bottom ici. Hein. Ça, pour moi, c'est toujours pas un truc à considérer comme nouveau plus bas. Donc, on sera bien 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, et bah, derrière, tendance. Surtout que ça, c'est ce qu'on appelle une leading diagonal. Donc, la leading diagonal, c'est toujours la vague qui précède la vague de tendance, la vague étendue, la vague qui casse les résistances. Donc, si ça, c'est un bottom et qu'on vient à squeezer ici et qu'on en part par ici, je vous rappelle, je me mettrai levier max parce que j'aurai toutes les raisons de penser que je peux mettre un stop loss là parce qu'on aura ici un sentiment de tendance. Donc pour l'instant, toujours spéculatif. Je cherche ce bottom depuis des trimestres, mais je vous garantis que je finirai par l'avoir. Tant que on ne va pas me faire des prix par là. Voilà. Tant qu'on ne va pas chercher cette zone-là avec des clôtures, hein, c'est pour ça que moi j'ai un stop par là. Je l'ai dit, hein, je m'autorise à aller jusque-là. Maintenant, si on décide d'aller jusque-là, je ne veux pas de clôture dans ces zones-là. Ça, c'est clairement impossible pour ma part. Le dollar toujours en train de s'orienter plus ou moins à la baisse. Tiens, NZD Yen d'ailleurs. Ah, mon pote, comme par hasard. Comme on se retrouve. Donc voilà, hein, celui-là qui m'a fait son petit excès à la con pour une raison que je ne comprends pas trop, qui se réoriente gentiment vers le sud. L'USD Yen également. Hein. Bon, alors USD c'est pas encore tout à fait magique comme retournement, mais on va rester prudent. Gold et Silver, tiens, ouf. Alors Gold, avalement baissier daily après un doji et un signalement en débordement de contexte. Alors, soit c'est qu'il y a une tendance sur le Gold, et dans ce cas-là, bah, je vous dis, le surachat, c'est tout à fait normal, hein, c'est quand même pas la première fois qu'on surachète. Donc, je rappelle, les schémas de surachat dans le marché sont tout à fait logiques. Donc, soit je vous dis, c'est vraiment, il y a une tendance sur le Gold et on va aller arracher jusqu'à du 1500 et compagnie. Mais voilà, moi là je sentais un peu trop le risque et je vous ai dit je ne me positionne pas après le breakout parce que je sentais clairement venir le retournement qu'on est en train de se taper là. Donc, à voir, vous faites comme vous voulez. Moi j'étais plutôt pour le fait de dire on a été complètement con à la vente, on sera con à l'achat. Et quand même, rappelez-vous quand on était là, hein, vous doutiez tous, vous étiez tous en train de vous dire mais le gold c'est n'importe quoi, Phil il faut qu'il arrête d'acheter. Bon, voilà, maintenant vous avez la finalité, le gain a été là. J'ai toujours jugé mes scénarios quand ils arrivent au bout. Euro-Yen, vous m'avez bombardé de mails. Hein, vous m'avez franchement, pendant un moment, vous me gonfliez tellement que je me disais, je vais arrêter d'en parler et je vais continuer sur le compte et fuck off parce que j'en ai marre de répondre aux mêmes mails tout le temps. Le gold, c'était la même chose. Mais je vous comprends, hein, encore une fois, que vous doutiez, c'est normal. C'est pour ça que je fais l'effort à chaque fois quand même de vous répondre, même quand je vous dis certains mails, des fois, sont pas tout à fait gentils. Mais c'est normal, voilà, et c'est très rare, la plupart d'entre vous, quand même, vous restez quand même très très poli, et c'est franchement assez rare, quand je vois ce que mes confrères se tapent à la place, je suis quand même pas des plus mal lotis. Donc voilà, Gold, c'était un scénario qui s'est fini. Bon voilà, je pense que l'extension, elle me semble trop risquée pour l'instant, donc je laisse, voilà, je regarde. Boon, hein, voilà, c'est typiquement le genre de scénario, je me fais casser les couilles, tout le monde me bombarde de mails encore, et puis bah, on verra bien ce qu'il en est à la fin, mais si j'ai eu raison, voilà.
pour différence du Bund, il y a l'échéance et ça casse un peu les couilles dans ce type de scénario-là. La UDNZD, c'est la même chose, hein, on en parlera dans un an et demi, ou dans peut-être quelques mois. Hein, s'il y a tendance baissière, dans quelques mois, c'est fini, j'en parle plus de la UDNZD et j'aurais pris un bon gadin et puis c'est la vie. Ça peut arriver aussi. Mais les scénarios américains, c'est la même chose. Oui, je sais, on en parle beaucoup et voilà. Bon. Donc ça, je rentre plus trop dans les détails pour éviter de vous... Alors si, il y a juste un dernier truc dont on va parler. Voilà, un dernier truc. Notez ça sur vos graphiques. Hein, donc au 15 mars, d'accord, c'est l'échéance trimestrielle, ce qu'on appelle les 4 sorcières. L'échéance des contrats trimestriels sur les futurs, donc l'échéance des E-mini S&P, qui sont des contrats extrêmement liquides en futur. Donc ça draine des centaines de milliards. Et effectivement, ici, bah, voilà, il y a une échéance. Donc comme je vous parle d'échéance sur le Bund et machin, il y a une échéance sur les contrats futurs. C'est-à-dire que tous les gens qui sont positionnés sur ces contrats futurs, c'est au revoir. Voilà, vous sortez, les contrats arrivent à échéance, il faut payer l'échéance future. Donc on va voir ce qu'il en est, mais il y a cette échéance technique et une structure pour moi d'échéance technique qui est quand même assez bouleversante. C'est-à-dire que bah, si vous regardez historiquement, hein, alors tout le monde vous dit la musique continue sur le S&P 500. Bon, la réalité c'est que non. Je vous ai mis les différentes clôtures des échéances trimestrielles. Alors la précédente c'était 15 septembre. D'accord, c'est à peu près par là. De toute façon, vous voyez bien les rollovers, hein, c'est par là que ça s'est relevé. Voilà, donc là vous dites il y a eu un contrat. Merde, voilà. Là vous dites il y a eu une échéance. Ok, ah merde, du coup j'ai fait nimp. 15 décembre. Bon, c'est à peu près, hein, c'est entre le 15 et le 17, ça dépend un peu des jours. Hop. Voilà, donc captez, hein, d'accord, celle-là, vous pouvez aller chercher la précédente, elle était probablement par là, d'accord, enfin, vous captez le principe, quoi. Juin, 15 juin, voilà, elle était là. Donc, en fait, ce qui se passait avant, c'est que quoi qu'il arrive, tous les trimestres, c'était génial. C'était toujours mieux que le trimestre précédent. No Susai, d'accord. Il y avait des trimestres en baisse, mais quoi qu'il arrive, on venait toujours clôturer l'échéance future au-dessus, depuis plusieurs trimestres. Hein, voilà. Et là, bim, aïe, on a cassé quelque chose, le jouet est pété, moins 17 entre deux expirations. Alors forcément, les gérants, ils n'ont pas aimé celle-là, elle leur a fait un peu mal. Donc là, on va tenter, bon, a priori, on ne va pas revenir faire une clôture négative. Là, on est quand même un peu loin, ça m'étonnerait que d'ici l'expiration, on soit déjà sur les bottoms. Alors attention, je vous ai prévenu, la volate, elle peut sortir de n'importe où. S'il y a un Black Swan, on est là en quelques jours. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, sauf Black Swan. Donc, très faible probabilité, on ne va pas en tenir compte. Par contre, il y a l'échéance, et c'est de vous dire, rappelez-vous les zones de volume qu'on a identifiées sur le contrat. Il y avait une séance qui est sortie du lot pendant tout le trimestre, c'est celle-là, 31 janvier. Donc la grande question de se dire, ici, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a des gens qui ont acheté, il y a des gens qui ont vendu, mais il y a beaucoup de contrats qui se sont échangés. Et là, voilà, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, soit les mecs ici, ils ont acheté disant, allez, c'est bon, là, c'est le moment où il faut mettre le coup de rein pour aller viser les sommets historiques derrière, possible. Mais j'ai rarement vu des institutionnels acheter dans une zone de vente. Enfin, voilà, bon, ça arrive parfois, hein, mais ça arrive dans une tendance, ça arrive certainement pas dans un range. Donc on va voir. Mais moi je me dis, voilà, là il y a quand même quelque chose qui a changé dans la musique. Donc déjà, le coup de la tendance haussière, non. Le coup du range, oui. Mais par contre, dans un range, on achète les supports et on vend les résistances. On n'achète pas à la médiane. Donc ça corrobore pas pour moi le scénario du range. Ça colle pas. Donc je ne sais pas qui a tradé cette zone-là. Pour l'instant, ils sont négatifs. Pour ceux qui ont vendu. Il y en a qui ont acheté aussi. Hein. C'est un échange, c'est une contrepartie. Donc voilà. Mais je me dis, si ces mecs-là ont vendu avec des gros volumes, ils vont tout faire pour que la clôture trimestrielle se fasse plus bas. Hein. Donc dans ce cas-là, on ira probablement clôturer là. S'il y a beaucoup d'acheteurs en face, peut-être que l'équilibre, ce sera pas mal. Les mecs qui ont spéculé ici, ils n'ont ni gagné ni perdu, point barre, tout le monde, on remet la barre à zéro. Et l'objectif positif, en gros, on a un accord sino-américain, tout va bien, et en plus, on arrive à aller chasser les stops au-dessus des 2800, 2820, en comptant qu'il y a cette zone de faible volume, hein, celle où moi je vous ai dit pour ma part, il faut que vos stops soient là. Hein, voyez, pour moi, les stops, ça doit être au-dessus de 2850. Je dis au-dessus, hein, parce qu'ici, c'est tellement faiblement liquide que si vous mettez un stop dans le carnet, vous pouvez vous faire chasser pendant la nuit sur un petit bout de session asiatique ou un truc comme ça. Donc faire gaffe à ça. Mais pour moi, tant qu'on n'accède pas à ça, qu'on appelle une queue de vente, hein, c'est-à-dire en fait ça vient ici, c'est une queue de vente trimestrielle, c'est-à-dire qu'on vient là, boum, ça exécute du volume et on revend et on rejette très vite. Normalement, on ne revient pas dans cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le sommet historique, c'est la zone de rejet, c'est terminé. On va voir, ça c'est dans le scénario vendeur.
Voilà, donc notez cette échéance, c'est vraiment important, il faut l'avoir sur vos graphiques et de vous dire, voilà, il y a la petite échéance intermédiaire donc du 1er mars, qui est donc la fameuse deadline pour l'accord, sinon Trump va encore taper du poing sur la table, et on va voir. Donc de toute façon, maintenant, il est tellement pricé ce truc que, bah, au bout d'un moment, ça sent la vente de la nouvelle, mais bon. Pour l'instant, patience, puisque plus vous cherchez à comprendre, plus vous avez envie de trader, plus vous avez envie de trader, plus vous faites des bêtises. Donc voilà, hein, le S&P 500, vous attendez s'il vous plaît maintenant, on ne prend plus de trade, sauf si vous avez une gestion du risque comme la mienne, c'est-à-dire que vous avez pris une perte partielle pour générer du cash, pour revendre éventuellement un peu plus haut en cas de signaux intéressants et de renversement de prix. Moi maintenant là j'attends des validations, hein, je ne prends plus de trade spéculatif, j'attendrai un avalement baissier daily pour cartoucher à nouveau le marché. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le VIX, alors oui, le renfort du VIX hier et Boeing, et on va en parler rapide. Donc le VIX à 14, c'est juste absolument magique. On est même allé à 13,8 là du coup. Ouh, ils sont forts les mecs quand même. Hein. Donc bon, la fête, c'est quand même magique. Voilà, bon, c'est absolument magique, c'est la fête à Wall Street. Plus peur de rien. Voilà. Bon, autant les dernières années, moi je vous donne le sentiment, hein, c'était de dire il y avait du ciel bleu depuis très longtemps et on commençait à voir des nuages arriver en nombre assez inquiétant, voire on commençait à avoir des petits éclairs par-ci par-là, hein, voilà, donc ça c'est les éclairs au loin, mais on les voit, on voit la tempête qui arrive, hein, c'est clair, en gros on voit que le ciel est noir au loin, mais voilà, là en gros c'est l'éclair qui surgit de nulle part et on se dit oh putain merde, tout le monde a vu le coup de pétard, tout le monde a bien entendu le tonnerre, mais il pleut pas encore. Voilà, c'est ça le truc, c'est de se dire, non, non, au-dessus de nous, il y a toujours le creux de ciel bleu par là-bas, et on se focalise là-dessus. Voilà, c'est de se dire ça. Là, je pense que l'orage, sincèrement, il est carrément en train de se rapprocher. Hein, ça se rapproche sérieusement. Là, on entend toujours le tonnerre, et on voit de moins en moins de ciel bleu. Le ciel s'assombrit, quoi. Les nuages s'épaississent. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Là, on vous dit, non, non, regarde là-bas au loin, tu vois le rayon de soleil, tout va bien. Voilà, donc c'est exactement ça pour moi le sentiment du moment, qui est complètement con. Hein. Effectivement, quand il y a un orage qui arrive, bah, tu fais en sorte de rentrer chez toi et d'être à l'abri, tu fais pas le con à aller danser alors que tu vois les trompes d'eau qui arrivent et les éclairs au loin. Bon, voilà, après, pour l'instant, c'est exactement ce que le marché essaie de vous faire croire, qu'il n'y a pas de risk-off, qu'on est toujours en mode prise de risque, tout va bien. Je vais vous montrer voilà, on regarde nos fameux, voilà, c'est ça, hein, qui prend des risques en ce moment? Bah, les achats d'ETF, pas comme par hasard. Plus on est moins on comprend le marché et plus on achète, c'est fantastique. Donc le VIX au support, mais attention, hein, on n'est pas on peut très bien venir y faire une ou deux clôtures et puis se retrouver à 20 dans 2 jours. Hein, voilà. Les junk bonds, pareil, ça franchit pas de résistance, mais tout le monde est super euphorique. Bon, voilà. Moi, je vous invite à être très prudent. Toujours la même chose, patience, patience. C'est un château de cartes qui vise à chasser les stops et à écraser un peu la volate, mais je pense que malheureusement ça va se payer, donc avec un retour de flamme assez brutal et une normalisation des prix. Voilà. Donc retour à des moyennes, je pense que la moyenne 20 jours me semble être un strict minimum sur le S&P 500 à viser, hein. Donc vous prenez le XPX ou S&P 500, vous faites comme vous voulez, vous vous dites mettez une moyenne 20 jours, regardez où elle en est. Et vous vous dites, c'est le premier objectif. Hein. Là, je pense qu'on va retourner normaliser sur les moyennes 20 jours. C'est le strict minimum. Voilà, la moyenne 20 jours, elle est là. Elle est, tiens, comme par hasard, sur les fameuses séances qu'on avait vues. Donc, moi, je pense que c'est là, hein, c'est retour, FIBO, la zone 61, voilà, donc 2700, ça me semble être un retour logique. Ça fait déjà une bonne baisse de 4%, hein, va à 3,5, voilà. Donc, bon... Hein, voilà. Et ça, ce ne sera pas un cataclysme, ça ne veut pas dire que le marché est baissier, ça veut juste dire, bon, on a fait un peu les cons, maintenant qu'on a réussi à chasser tous les stops, il n'y a plus personne pour acheter, on va revenir tester les supports. Ça sera des premières étapes de validation. Moi, d'après, je vends, la première étape de validation, c'est on retourne voir un support, on remet en question les tendances précédentes. Ça ne veut pas dire qu'on les inverse, d'abord on les questionne. Le questionnement, c'est la validation, ça veut dire qu'au moins j'ai spéculé et que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. La confirmation, c'est quand on retourne et qu'on neutralise, enfin c'est quand on neutralise la tendance. Les breakouts et tout ça, c'est quand on valide le retournement de tendance et qu'on part dans l'autre sens. Donc différentes étapes, et il faut que vous soyez justement positionné à chacune de ces étapes. Là, on est toujours en spéculation. C'est-à-dire, on pense que le marché va se retourner. Pour l'instant, il nous montre que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas le moment de renforcer les positions. Voilà.
ou doucement. Donc sur le VIX, oui, parce que j'étais faiblement exposé, là je remets une petite cartouche et j'y vais doucement et je vous ai dit, je renforce 25% de la position initiale. C'est-à-dire en fait, moi j'ai tradé là la dernière fois quand on est arrivé sur les 15. Donc là j'ai pris un premier achat à 15, j'en reprends à 14, voilà, ça me paraît tout à fait logique et j'y vais doucement. J'augmente juste un peu ma position et j'ai pris Boeing. Boeing donc a quand même réussi à clôturer tout en haut hier, hein, ça c'était magique. Je ne l'ai pas vu venir, hein, mais bon voilà. Bon, c'était le respect de ma stratégie. Hein, je vous ai dit, je prends la vente en horaire. Bon, j'aurais dû attendre un signal daily. J'aurais dû surtout attendre que le marché avale à la baisse en daily. Pour l'instant, voilà. Donc j'attends timidement que ce truc-là veuille bien faire quelque chose d'intéressant. Après moi Boeing du coup je l'ai pris par là, hein, donc j'ai pas un prix dégueu non plus, hein, j'ai 420, oui voilà, j'ai pris vers 17h30 si ma mémoire est bonne. Je sais plus, je vous ai mis un tweet, hein, de toute façon vous avez l'heure du tweet quand je vous ai dit je prends le VIX et le VIX était à 14, hein, donc à mon avis on devait déjà être là aussi. Donc j'ai pris à peu près par là pour Boeing. Par contre la session qui clôture en haut, ça me plaît un peu moins. Donc on va voir, hein, je pense qu'il y a un excès possible sur Boeing. De toute façon je vous ai dit, ma gestion du risque 435, un truc comme ça. Hein. On déborde cette zone là, je suis out clairement. Je ne veux absolument pas me laisser traîner au-dessus de ça. Au-dessus, c'est qu'il n'y a pas de vendeur, hein, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un stop loss au marché. Hein. Là, comme on est dans un marché très très illiquide et complètement bullesque, si je me fais stopper, je me fais stopper. Hein. Là, il n'y a pas de, voilà, c'est des stops au carnet et je ne vais pas chercher à m'emmerder. Voilà. Allez, bonne fin de semaine. On verra demain ce qu'il en est. J'aimerais bien voir donc effectivement des retournements sur Boeing et attendez, mais je vous dis n'importe quoi. Quel jour on est là? Non, c'est bon, j'étais en train de vriller, il me semble. J'étais en train de douter, de me dire, je pense qu'on est jeudi, mais je me disais, putain, ça se trouve, on est que mercredi. Non, donc voilà, demain les clôtures hebdomadaires pour les marchés, hein, j'entends bien. Et j'attends toujours pour ma part donc des clôtures hebdomadaires en doji, à savoir, donc on a cassé le plus haut. Je pense qu'on peut retourner chercher vers les 2750, hein, comme on a dit, et puis revenir clôturer la semaine à l'équilibre, c'est-à-dire proche des 2770, qui étaient donc nos ouvertures précédentes. Donc là, je pense qu'on a fait le mouvement haussier. Ça m'étonnerait aujourd'hui qu'on remonte, mais je pense qu'aujourd'hui on baisse et on remonte d'ici vendredi. Hein, donc comme je vous dis, on fait un tac, on revient chercher les supports et on vient clôturer à l'équilibre. Et la semaine prochaine, grand mystère, est-ce qu'on remet un coup de rein pour aller essayer de clôturer toujours un peu plus haut, ou est-ce que la semaine prochaine, enfin, on amorce les sentiments de retournement? En gros, validation et confirmation. Ok? On va voir tout ça. Pour l'instant, patience et prudence. Il est impossible de valider ces scénarios, donc on attend et on reste correctement exposé. Je ne fais que vous répéter ça, mais j'insiste, c'est extrêmement important. Il faut que vous compreniez ces étapes de gestion du risque dans une stratégie spéculative, parce que dès que vous sortez de ce cadre-là, c'est toujours le moment où vous allez augmenter le niveau de risque, augmenter la sensibilité émotionnelle, augmenter le niveau de déclenchement des actions irrationnelles liées à des émotions, et c'est le schéma parabolique qui vous amène inévitablement vers des gros gadins. Donc, arriver à passer par-dessus ça, c'est vraiment prendre des très grosses leçons de trading, c'est là que vous progressez. Si vous arrivez à lutter contre vos biais, que vous arrivez à les maîtriser, bravo, c'est que vous avancez très très vite dans le trading. Normalement, il faut des années pour capter ça. Voilà. Allez, je m'arrête là, 38 minutes, ça suffit. Bye bye.